Comme je vous disais, ce webinaire prendra l'aspect d'un podcast du fait de sa forme. Donc, je fais une présentation au début, ensuite à la fin, vous pourrez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas dès à présent à noter ces questions. Et puis, une fois que la présentation sera terminée, on pourra en discuter ouvertement. Alors, le sujet, je vous l'ai déjà dit, c'est sur cet accord historique de la COP 28, un accord dit historique. On va vraiment comprendre pourquoi cet accord est historique, est-ce qu'il est réellement historique, et quels sont les enjeux qui se cachent derrière la 28e édition de la conférence sur les climats. Voilà. Et bien sûr, les points actés, les points votés dans l'accord historique. Donc, d'aller plus loin dans les détails, c'est quand même intéressant de revenir un peu sur le contexte de l'accord, de la COP 28. Donc, le contexte géographique et historique par rapport aux autres COP. Donc, il faut savoir que cette année, la COP 28, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, mais voilà, la COP 28 a lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Donc, c'est un pays qui tire sa richesse et son développement de l'exploitation des énergies fossiles, d'ailleurs le pétrole. Et donc, c'est ce pétrole qui présente encore en 2023 un quart du PIB des Émirats arabes unis, c'est ce qui reste quand même énorme. C'est vrai que depuis le, les Émirats se sont lancés dans la diversification de leur économie. Il n'empêche que ce poids-là sur l'organisation de la COP 28 peut mettre un peu de pression aux pays hôtes qui se voient donc avec de grands enjeux en termes d'accord, en termes de résolution. Un autre point important, qui est plutôt un point historique ici, c'est que cette COP est aussi l'occasion de faire le premier bilan mondial. Donc, le bilan mondial, c'est un échéancier fixé par l'accord de Paris donc de 2015 et qui va permettre de surveiller et évaluer les progrès réalisés pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Donc, ces progrès sont, enfin, peuvent être des lois, des formations, de l'aménagement du territoire. En gros, ces progrès sont toutes les politiques qui rentrent dans le cadre de la réduction des gaz à effet de serre. Donc le bilan mondial, c'est c'est aussi, en plus ce, d'être ce cadre un peu régulateur, évaluateur, c'est aussi un cadre de transparence qui exige à chaque État signataire de l'accord de Paris à rendre compte du niveau de mise en œuvre de ses objectifs sur les émissions nationales. Et donc ce cadre de transparence, lui, par contre, bien qu'il soit déjà acté, bien qu'il ait été acté en 2015, rentrera réellement en vigueur l'an prochain, donc en 2024. Donc pour revenir sur l'enjeu clair, attendu, enfin les attentes de cette COP dès, dès l'annonce du pays organisateur, l'enjeu de la COP 28 était, a été la fin des énergies fossiles. Et effectivement, il s'agit, ce sujet des énergies fossiles a été le grand débat qui a occupé les dirigeants du monde pendant 2 semaines. À l'issue de ces débats, le monde a été surpris, en quelque sorte, par la signature d'un accord dit historique. On reviendra sur ces termes-là, peut-être dans la discussion à la fin. Alors pour le premier bilan mondial, moi je vois ça comme une volonté de marquer le coup, surtout après 2 semaines d'impasse, puisque finalement les différents partis présentes à cet événement international se sont mis d'accord sur un mot, celui de transition. Et c'est parce que ce mot a été employé que la COP
est qualifié d'historique parce que voilà, on fait un pas vers l'avant. Autre point à retenir, suite à l'accord historique acté à l'issue de la COP 28, ce sont vraiment les 4 gros enjeux à retenir. D'abord, le premier enjeu, c'est celui de la transition hors des énergies fossiles afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050, comme le préconisent les scientifiques. On peut le voir comme une volonté d'en sortir progressivement donc, du fossile. Ensuite, l'autre enjeu à retenir, c'est l'accord final qui exempte les gaz, puisque ici, dans l'accord final de la COP 28, les gaz sont considérés comme alternatives et comme des énergies de transition. Le troisième point qu'on retient de cet accord final, c'est que l'accord va finalement renouer d'une certaine manière avec les principes de solidarité internationale pour faire face aux risques climatiques. Donc il y a un accompagnement qui est prévu, on reviendra là-dessus plus en détail. Ensuite, l'accord va aussi mettre en avant la volonté de pousser la recherche et les technologies pour favoriser une lutte réelle contre les gaz à effet de serre. Enfin, et ce sujet, pour moi, c'est quand même un sujet super important, et c'est que l'accord, enfin, va signer le grand retour du nucléaire, un retour en douce, car l'annonce de transitionner hors des fossiles a en quelque sorte éclipsé les autres annonces, dont celle sur le grand retour du nucléaire. Alors, point par point, d'abord sur la transition, on a parlé de ce premier point qui fait partie des 5 enjeux de la COP 28 avec cette première annonce. Donc, c'est les termes transitioning away versus phase out. 2 points qui ont fait l'objet de compromis durant cette COP. Donc, 2 points qui ont fait clairement l'objet de désaccords car les enjeux sont clairement importants pour les pays producteurs et pour les pays consommateurs des énergies fossiles. Et pourquoi ? L'enjeu était ici autour du désaccord entre les termes, comme je disais, transitioning away, from versus phase out. Le deuxième, phase out, implique une sortie pure et simple des énergies fossiles. Il était donc nécessaire de trouver un compromis. Finalement, le terme transition a su faire voter l'accord à l'unanimité, puisqu'il permet de rassurer d'abord les États dont l'économie dépend encore trop du pétrole, et aussi il encourage les États qui sont prêts à tourner la page du fossile. Donc ces États sont tout simplement les États consommateurs des énergies fossiles, mais qui sont en plus en quête d'une autonomie énergétique. Et donc ces États qui sont prêts à tourner la page du fossile sont également sur la voie d'autres sources d'énergie et bien sûr optent logiquement au vu du contexte climatique actuel vers des sources d'énergie plus durables, mais pas que. Et on le verra aussi avec d'autres points, avec le point notamment sur les gaz. Alors pour l'ONU, le terme de transition il n'est pas négligeable. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, mais ce n'est pas négligeable puisque l'ONU estime que néanmoins l'accord marque le début de la fin de l'ère des combustibles fossiles puisqu'il pose les bases d'une transition durable, juste et équitable. D'un point de vue diplomatique, et ce que défend l'ONU, l'idée est de tourner la page sans délaisser les États qui en dépendent, qui dépendent des énergies fossiles, et ces États sont souvent
des États, des pays producteurs du pétrole, les États membres de l'OPEP, les États du Sud, et donc des États dont l'économie n'est pas autant diversifiée, et donc dont l'économie repose principalement sur, la, la, sur le commerce des énergies fossiles. Cependant, pour les scientifiques, pour les militants, et aussi pour certains dirigeants onusiens eux-mêmes, le terme transition, le terme final validé et inscrit dans l'accord final, est tout simplement insuffisant. Insuffisant parce que, rappelons que l'objectif fixé par l'ONU est de maintenir la limite de hausse de température à 1,5 degré. Donc, pour ce faire, les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de 43% d'ici 2030. Et donc, avec un terme qui reste non contraignant sur l'exploitation de l'énergie fossile, euh, nous restons loin des objectifs visés par les scientifiques. Donc, il faut savoir que l'énergie fossile est en tête de liste en matière de gaz à effet de serre.